Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je suis Jacques Renaud de Bretagne Commerce International et j'ai le plaisir de lancer un nouveau webinaire BCI qui va porter sur les enjeux juridiques de votre développement multicanal en Europe. Pour cela, on a le plaisir d'accueillir Claire Burlin et Christophe Herry, que vous voyez probablement sur votre écran, qui sont tous les deux avocats au cabinet Altair Avocat et qui vont prendre en main ce sujet ô combien passionnant mais complexe à la fois. Quelques points pratiques, le support de présentation vous sera transmis à l'issue de la du webinaire. Parmi certains d'entre vous ont envoyé des questions lors de leur inscription, elles ont été prises en compte dans l'atelier. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez y répondre tout au long, vous pourrez les poser tout au long de l'atelier via le module QR, mais les deux intervenants donneront réponse à la fin pour des raisons de facilité et de commodité. Lors de votre déconnexion va apparaître une enquête de satisfaction. Merci de prendre quelques instants pour la remplir, particulièrement sur un point qui nous tient à cœur, c'est les thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions dans les prochains webinaires. Avant de passer la parole à Christophe Herry et Claire Burlin, donc je vais juste vous présenter rapidement BCI. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais malgré tout, c'est toujours bon de faire une petite piqûre de rappel. Pardon, excusez-moi, le terme n'est peut-être pas approprié actuellement. Pour ce qui est de nos missions, donc BCI, c'est une équipe de 40 personnes à peu près en Bretagne et un réseau mondial. Donc il y a plus de 100 pays dans lesquels nous avons des partenaires agréés. Notre métier, c'est informer et sensibiliser et accompagner à l'étranger ensuite pour la deuxième étape. Le panel de services est assez large, vous le voyez à l'écran, là ça va de l'aide à la structuration d'entreprise en passant par du conseil technique et réglementaire, en passant par un appui pour l'implantation via nos prestataires, en passant par des missions sectorielles. Bon, je ne vais pas vous faire l'énoncer, mais le panel est très très large du début de l'activité internationale de l'entreprise jusqu'à une certaine forme d'internationalisation. J'attire votre attention sur deux diagnostics que nous réalisons au sein de vos entreprises. L'un, c'est pour évaluer votre potentiel export. On appelle ça le diag des clics export. Et le deuxième est à vocation de balayer aux pratiques administratives à l'import et à l'export. Parmi nos services majeurs, il y a BCI Info, qui est une source que je qualifierais d'inépuisable d'informations qualifiées, actualisées sur les pays et les marchés. Et dernier point dans l'activité BCI, c'est également le soutien aux investissements étrangers en Bretagne. Voilà, j'ai le plaisir de passer, pardon, excusez-moi, les derniers contacts aussi, tous les contacts régionaux, parce que nous sommes à la fois une structure, le siège est à Rennes, mais nous sommes dans tous les départements bretons, vous avez tous les contacts qui s'affichent sur votre écran. J'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Claire Burlin et Christophe Herry qui vont vous développer le sujet. Bon atelier. Merci Jacques. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire BCI. Donc, je suis déjà intervenu pour BCI, soit dans une époque antérieure auprès des différentes antennes de BCI, soit en ligne au cours des derniers mois, notamment sur l'impact de la Covid-19 sur le sort des contrats internationaux. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est, grosso modo, la possibilité de se développer ou de développer une politique de vente omnicanal en France, en Europe principalement, puisque les règles sont assez bien structurées et claires. Pour cela, on va vous exposer principalement les règles contractuelles, les règles de droit à la concurrence, pour voir comment on peut organiser une politique commerciale omnicanal, on va dire centrée autour de l'Internet, grosso modo du site web. Donc, ça va être une approche plutôt horizontale par rapport aux différents schémas de commercialisation que sont la distribution physique, la vente en direct, l'application éventuellement ou plutôt l'utilisation d'un agent commercial. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de savoir à la fin de ce webinaire ce qui est autorisé, et ce qui n'est pas autorisé en termes de restrictions, ce qu'on appelle souvent restrictions tarifaires, différenciation de prix, ou restrictions non tarifaires, au regard du droit de la concurrence. Et notamment, ça va vous permettre, lorsque vous allez confronter votre approche marketing aux règles juridiques, d'avoir en principe bien une approche globale, ce qu'on appelle
de Phygital, c'est-à-dire mélangeant à la fois la commercialisation physique et la commercialisation digitale. Cela, évidemment, dépend dans chaque secteur de la façon dont vous voyez le rôle de l'Internet au sens global. Est-ce que c'est de la pure promotion? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour vous ou pour vos partenaires habituels que sont, on va dire, les revendeurs, les distributeurs? Et puis, il faut savoir aussi comment fonctionne votre client final. Et là, il y a plusieurs approches qui sont des approches marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux approches qui se combinent, enfin, qui peuvent en principe s'exclure l'une l'autre, sauf si vous avez plusieurs segments de marché. C'est de savoir si on est dans une approche de ce qu'on appelle research online, purchase offline. Donc, vos clients sélectionnent en ligne, mais achètent après dans les magasins, ou à l'inverse. Vous avez d'autres secteurs où c'est l'inverse, où il va y avoir une recherche en magasin, un contrôle, une vérification, une sélection, une comparaison, puis une vente en ligne. Et ça, si vous le savez, et si vous arrivez à confronter cela au regard des règles de concurrence, eh bien vous pourrez mettre en place une politique de vente omnicanale qui sera là, a priori à la fois efficace au plan commercial et juste et légale au plan du droit de la concurrence. Donc, on va examiner, après une introduction qui va vous donner un peu toutes les bases, à la fois l'encadrement des ventes, pour rappel, auprès des distributeurs physiques, en quelques mots, et puis on va se concentrer sur les points de vigilance, sur les entraves ou le contrôle des ventes en ligne, soit des entraves tarifaires que vous pouvez faire ou pas faire, soit des entraves non tarifaires. On vous exposera après quelles sont les conséquences, puisqu'il faut savoir quelles sont les conséquences lorsque vous passez la ligne jaune, et puis on finira par quelques mots sur les essentiels pour, une fois que vous aurez sélectionné et structuré votre offre en ligne et hors ligne, eh bien pour créer votre site Internet. Je passe la parole maintenant à Claire qui va vous présenter les règles essentielles en introduction et puis un peu le contexte. Oui, bonjour à tous. Quelques éléments clés en introduction. En fait, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On voit à la fois que ce soit dans les chiffres ou encore dans les réformes récentes, dans la pratique décisionnelle des autorités de concurrence. Alors, juste sur les chiffres, des éléments intéressants. Donc, en 2020, le marché des ventes en ligne, c'est plus de 7 milliards d'euros. La France est dans le deuxième marché en Europe, donc il y a plus de 100 milliards d'euros de ventes en ligne réalisées en France en 2020. Tout ça se structure autour de, évidemment, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'éléments. Ce qu'on peut noter comme point clé, c'est deux choses. C'est d'abord le rôle très important des marketplaces. Alors, en effet, donc les marketplaces, vous les connaissez tous. Les entreprises, on constate que les entreprises qui sont présentes sur les marketplaces, c'est pas toutes les entreprises, réalisent 70% de leurs ventes en ligne, ce qui est donc considérable, et que 30% des distributeurs français, utilisent ces places de marché pour vendre leurs produits. Autre phénomène intéressant, qui est plus lié à la nouvelle génération, c'est le comportement des acheteurs dans leur logique de comparaison de prix. Donc, c'est ce qu'expliquait Christophe, le phénomène du repos, Research Online, Purchase Offline ou inversement. Et on note que plus de 80% donc, des consommateurs qui achètent finalement dans un magasin font préalablement des recherches en ligne pour finalement trouver la meilleure offre avant de se rendre dans le magasin. Et ce comportement est même accentué chez les millennials parce que donc 1 sur 2 consultent les sites web alors même qu'ils sont dans les magasins. Donc vraiment le sujet de la distribution omnicanale est dans les faits un sujet d'actualité et dont l'importance est croissante. En ce qui concerne plus particulièrement donc l'intervention des autorités de concurrence françaises ou même la Commission européenne. Alors là, c'est quelques décisions récentes, ce ne sont pas toutes évidemment.
déjà, on peut noter que c'est des amendes qui sont assez élevées. Donc, Guess, en 2018, par la Commission européenne, a eu une amende de plus de 40 millions d'euros. Très récemment, en décembre 2020, c'est la société de thé, fabricante de thé Daman Frères, qui a été sanctionnée aussi sur un sujet de vente en ligne à hauteur de 226 000 euros. Donc, les autorités de concurrence sont vraiment très vigilantes sur ce sujet des ventes en ligne et de tous les comportements anticoncurrentiels qui tournent autour. Et ça touche tous les secteurs. Ça touche vraiment, que ce soit des produits un peu haut de gamme ou luxe, ou des vélos, ou encore du matériel de motoculture. Donc, les autorités de concurrence sont très vigilantes. Le législateur aussi, il y a vraiment beaucoup de réformes en ce moment, les plus topiques. Au niveau européen, le Parlement et le Conseil ont adopté donc le règlement géoblocking dès 2018. Très récemment, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont prononcés sur la loi d'adaptation du droit économique. Et il y a 2 autres textes qui sont en cours de réflexion et d'adoption et qui devraient être adoptés donc d'ici 2022. C'est le Digital Service Act et le Digital Market Act, qui, eux, sont plus axés sur les GAFAM et les réseaux sociaux. Oui, merci. Merci Claire. Alors, un petit rappel toujours sur comment encadrer la revente par ces distributeurs, parce que c'est toujours une certaine tentation de, on va dire, contrôler la façon dont les distributeurs en ligne ou physiques revendent. Et vous voyez d'ailleurs à travers les condamnations ou les enquêtes de l'autorité de la concurrence qui ont été citées par Claire que c'est tout secteur confondu et surtout toute taille confondue. Daman ou Trek, c'était pas. Alors, Trek, c'est assez gros, mais Daman, c'est moyennement gros. Et donc, ça peut arriver. Il s'attache à ça. L'autorité s'attache aussi à essayer de ne pas taper simplement que sur des très gros acteurs pour montrer que tout le monde peut être concerné par des sanctions potentielles en cas de violation des règles de droit à la concurrence. Alors, l'encadrement, qu'est-ce que c'est? C'est soit des pratiques tarifaires, comme on l'a dit, soit des pratiques non tarifaires, soit carrément une interdiction de revente qu'un fournisseur pourrait imposer à son distributeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut prendre toute forme. Ça peut prendre des CGV qui sont diffusés par le fournisseur ou au distributeur. Évidemment, ça prend la forme très souvent d'un accord cadre de distribution sélective, exclusive, distribution simple, qu'on peut voir à travers les annexes ou par les avenants, très souvent d'ailleurs, les avenants annuels. Et c'est à travers les avenants annuels qu'on peut voir quelques règles restrictives de concurrence. Mais aussi, ça peut se voir à travers des mails, des courriers, dans lesquels des fournisseurs vont chercher à diffuser des instructions à leurs distributeurs. Et je pourrais même ajouter, ça peut découler, cet encadrement, ces interdictions, ces restrictions, tout simplement du comportement du fournisseur. Lorsqu'un fournisseur ne donne pas suite à une commande ou lorsqu'il, plus ou moins volontairement, tarde à livrer des produits à un distributeur qui n'est pas en phase avec sa politique commerciale, eh bien, il est en train de éventuellement de mettre en place une politique qui, si elle est acceptée par le distributeur, peut relever éventuellement aussi peut rentrer dans la catégorie des accords. C'était d'ailleurs un petit peu ce qui avait été ausculté dans l'affaire Daman, mais pas uniquement celle-là. Alors, à quelles conditions ces accords qui visent à encadrer, voire interdire la revente de produits, à quelles conditions sont-ils autorisés? Eh bien, en général, déjà, la règle de base, c'est qu'il faut que le fournisseur et le distributeur ait moins de 30% de part de marché du marché pertinent. Voilà. Déjà, on est au-delà, on est sur une autre catégorie ou une autre échelle de contrôle. En principe, ça doit être le cas de la plupart des entreprises aujourd'hui présentes. Et l'autre point, c'est qu'il ne faut pas que l'accord contienne des restrictions caractérisées. Grosso modo, les restrictions caractérisées, il y en a 2 principales. On va le voir dans une seconde. Ça concerne le prix de revente imposé et également les restrictions territoriales absolues. Si on fait
justement un tout petit rappel sur l'encadrement des ventes par les distributeurs physiques ou de la revente par les distributeurs physiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que fournisseur? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Donc, la première chose, c'est imposer un prix de revente. Alors, c'est interdit. Il est interdit d'imposer un prix minimum de revente. Évidemment, non seulement il ne faut pas l'imposer ou l'écrire en disant je vous impose un prix, mais il y a aussi ce système de mécanisme de police des prix. C'est-à-dire que ce que l'on voit aussi quelquefois, c'est que vous pouvez écrire que vous conseillez un prix, que vous envoyez des prix indicatifs de revente, et puis on s'aperçoit qu'en fait, il va y avoir dans le réseau une police des prix, c'est-à-dire que non seulement il va y avoir une surveillance des prix, en général, il ne faut pas se leurrer, ce sont souvent les autres distributeurs du réseau qui dénoncent les petits camarades qui ne respectent pas les prix dits indicatifs, et puis il y a des sanctions derrière. Si vous ne respectez pas ces prix soi-disant indicatifs. Ça, c'est ça ce qui est interdit. En revanche, ce qui est autorisé, alors d'abord, c'est le prix de vente maximum. C'est rare, on le voit dans certains secteurs. Par exemple, je crois que dans certains secteurs, comme par exemple le snacking, sur des marques assez connues, certains grands fournisseurs interdisaient à leurs distributeurs de revendre des produits type friandises ou autres en accès, en accès direct, en vente directe, à des prix trop importants pour ne pas déclasser le produit ou ne pas apporter atteinte au mix marketing du produit. Et c'est assez rare. Et puis, il y a les prix de vente conseillés, mais il faut qu'ils restent conseillés. Et ça, c'est le sujet. Et donc, c'est à prendre avec énormément de pincettes parce que si tout le monde respecte les prix de vente conseillés et si finalement, par crainte d'une réaction du fournisseur, tout le monde respecte les prix conseillés, on peut tomber dans la catégorie des prix minimums imposés. Idem pour les prix maximums, d'ailleurs. Parce que si tout le monde se met au prix maximum, vous pouvez vous retrouver avec une sanction en matière de prix minimum parce que finalement, on se rend compte que c'est ni l'un ni l'autre, c'est un prix de vente. Mais le point important à l'avenir, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne est en train de lancer une grande réflexion sur la refonte du droit de la concurrence, ce qu'on appelle la refonte des lignes directrices et du règlement sur justement les restrictions verticales, c'est-à-dire les accords entre un fournisseur et un distributeur. Ils sont en train de réfléchir à une refonte, une adaptation. Et parmi les éléments de réflexion, se pose la question de cette interdiction du prix de revente imposé, prix de revente minimum, en se demandant si finalement, quelquefois, il n'y a pas des aspects positifs au plan économique à un prix de revente minimum. Voilà. Aujourd'hui, c'est une interdiction absolue. Deuxième restriction, c'est le fait de restreindre la revente des distributeurs au plan, on va dire, géographique ou à l'égard d'une catégorie de clientèle. Ce qui est interdit, c'est de restreindre de façon absolue le territoire sur lequel le distributeur va revendre vos produits ou une catégorie de clientèle à laquelle le distributeur peut revendre. Alors là, il faut faire une petite distinction entre ce qu'on appelle les ventes passives et les ventes actives, parce que ce qui est autorisé, c'est la possibilité en tant que fournisseur de restreindre les ventes dites actives sur un territoire ou auprès d'une clientèle. Qu'est-ce que c'est qu'une vente active? C'est le fait de démarcher des clients dans ce territoire ou dans cette catégorie, ce territoire qui est hors du territoire de la catégorie réservée aux distributeurs. Donc, grosso modo, si vous accordez une exclusivité territoriale au Danemark, vous pouvez interdire à votre distributeur danois de faire du démarchage actif auprès des clients situés dans d'autres pays de l'Union européenne. En revanche, vous ne pourrez pas lui interdire, c'est ce qu'on appelle les ventes passives, de répondre à des commandes qu'il recevrait donc passivement de la part de ses clients situés dans une zone géographique ou de clientèle différente. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est restreindre la vente aux utilisateurs finaux par un acheteur qui agit en tant que grossiste. Et également, vous pouvez restreindre, ça c'est légal, la vente par les membres d'un système de distribution sélective à d'autres distributeurs qui, cette fois-ci, ne sont pas agréés dans un réseau de distribution sélective.
Dernier point, c'est la question de la restriction des ventes croisées. C'est un peu ce que je viens d'indiquer, enfin, commencer à aborder. Il est interdit de restreindre la vente entre distributeurs d'un système de distribution sélective. Donc, vous avez le droit d'interdire à vos distributeurs agréés, donc d'un réseau sélectif, de vendre à d'autres distributeurs non agréés. En revanche, entre eux, vous ne pouvez pas leur interdire de se revendre des produits qu'ils auraient en stock. Voilà pour le rappel de ce qui existe, on va dire, dans la vente physique. Alors, si on applique ça à l'Internet ou aux ventes en ligne, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur la vente en ligne, la Commission européenne, dès 2016, avait mené une enquête pour identifier auprès de nombreux acteurs quelles étaient finalement les principales restrictions auxquelles ils étaient confrontés dans la revente des produits en ligne. Donc voilà, on voit par exemple que finalement les recommandations, restrictions tarifaires, enfin, la pratique des prix imposés ou conseillés représente 42% des restrictions imposées aux distributeurs. De façon générale, il y avait aussi évidemment le recours aux places de marché ou encore la restriction des ventes transfrontières auquel il a été remédié par le règlement géoblocking. Alors, donc, dans ces restrictions qui concernent cette fois la vente en ligne, comme l'a souligné Christophe, il y a 2 points. Il y a à la fois des restrictions tarifaires, c'est-à-dire qui vont encadrer le prix auquel un distributeur a le droit de revendre ses produits en ligne, et aussi des restrictions non tarifaires. Donc là, ça va être typiquement au travers quelle plateforme un distributeur a-t-il le droit de vendre ses produits. Pour ce qui concerne les restrictions tarifaires, il y en a 2. La première, c'est exactement la même qu'en matière de points de vente physique, c'est l'imposition d'un prix de revente minimum, un prix de revente imposé, donc c'est-à-dire soit il est prévu dans le contrat, soit finalement s'il n'est pas prévu dans le contrat, il peut exister factuellement. Et là, les autorités de concurrence apprécient un faisceau d'indices, en fait. Concrètement, il y a des enquêtes, il y a des remontées d'informations. Et alors, les 3 critères qui constituent ce faisceau d'indices sont les suivants. Le premier, c'est de savoir si finalement le fournisseur diffuse ses prix de revente. Donc là, il est vraiment important de ne pas diffuser des prix de revente au final. Même si c'est indicatif, ça reste un des éléments finalement. Le deuxième critère surtout, c'est le fait que les distributeurs appliquent massivement les prix conseillés. Et alors l'élément déterminant dans le contrôle des autorités de concurrence va être l'existence de ce mécanisme de police des prix. Ce mécanisme de police des prix, au final, ça va être souvent des sanctions. Et donc, dans l'affaire d'Aman Frères de décembre 2020, ces polices des prix étaient présentes à plusieurs égards parce qu'on constatait que le fabricant imposait des prix de revente minimum à ses distributeurs qui s'étaient appliqués significativement et que s'il n'était pas appliqué par ses distributeurs, il pouvait par exemple se voir sanctionné par une suppression de certaines remises, par des retards de livraison ou encore par des ruptures d'approvisionnement ou même des ruptures de relations. Donc voilà, dans cette appréciation, l'autorité de concurrence vérifie bien ces 3 critères et c'est pour ça que c'est évidemment très important de pas à la fois diffuser les prix de revente et surtout pas mettre en place de mécanismes de police des prix ou des sanctions, même si encore une fois, des prix de revente conseillés ou des prix de revente maximum peuvent être autorisés. Il y a une deuxième entrave tarifaire en ce qui concerne les ventes en ligne que Christophe va vous présenter. Oui, merci Claire. Juste pour revenir sur Daman, vous aurez à la fin de la présentation des liens vers toutes les décisions qu'on cite et toutes les enquêtes. Et bon, c'est peut-être une lecture un peu fastidieuse, quoique en période de confinement, ça peut être utile, mais sur le plan factuel, sur le plan commercial, c'est intéressant de savoir ce qu'a relevé
l'autorité de la concurrence et avant elle, je crois, la DGCCRF, dans le comportement de Daman et surtout dans le dilemme qu'avait Daman, ou d'autres, hein, qui était de protéger ces distributeurs classiques, un petit peu, on comprend, pour pas qu'il y ait un différentiel de prix trop important. Et la deuxième chose, il y avait aussi, et c'était probablement vrai, un sujet de contrôle de l'image, pour pas que les prix soient trop différents. Donc, il y a vraiment un lien entre une politique commerciale et puis des comportements qui sont réprimés au plan juridique, alors qu'ils sont autorisés ou qui sont réprimés. Et ce qu'on voit souvent dans les prix de revente conseillés, comme l'indiquait Claire, c'est-à-dire la diffusion, c'est vrai que très souvent, objectivement, les distributeurs demandent aux fournisseurs pas une étude de marché, mais quel est le bon prix de revente en termes de positionnement, prix, image, etc. Donc, le fournisseur peut être tenté et de bonne foi de fournir un prix de revente conseillé pour dire, voilà, là-dedans, vous serez au regard des autres marques, vous serez probablement dans la bonne catégorie. Le sujet, c'est que vous mettez le doigt dans l'engrenage, et là, vous avez mis le doigt sur le premier engrenage de la possible répression, de l'interdiction d'une politique de prix de revente minimum, puisque si après, il y a une police des prix, s'il y a un comportement qui fait que tout le monde s'aligne sur le même prix, et en ayant un peu peur des réactions du fournisseur, vous risquez une condamnation. Donc, la première étape doit être utilisée de façon très rigoureuse lorsque vous cherchez plutôt à conseiller vos fournisseurs sur un prix qui va être un prix de marché objectif. Alors, l'autre point, c'est la différenciation tarifaire. On l'a bien vu dans l'affaire récente Lego, rapide, qu'on évoquera rapidement. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose le problème de la différenciation de prix, de tarifs entre de prix de gros, on va dire, en B2B, entre plusieurs catégories, on va dire, d'acteurs qui participent à la distribution de vos produits, que ce soit en France ou dans l'Union européenne. Et l'idée, c'est que ça peut être, par exemple, une différenciation tarifaire entre un grossiste pur et puis un pure player, c'est-à-dire quelqu'un qui est uniquement sur Internet. Mais on peut avoir d'autres types de catégories. La base, c'est que là, on va dire, on inverse la règle, ou le principe et l'exception. La règle, c'est qu'il est autorisé d'avoir ce qu'on appelle une différenciation tarifaire qui est prévue dans les conditions générales de vente, dans les conditions particulières de vente et dans les conditions catégorielles de vente, ou les CGV catégorielles, comme il est indiqué dans le PowerPoint. Les conditions catégorielles de vente, ce sont des conditions générales, donc applicables à tous, mais dans une catégorie on va dire, de clientèle. Distributeurs, détaillants, voire grand public. Et puis, vous avez la vente sur Internet. Là, vous avez éventuellement un sujet compliqué à gérer, au-delà du principe qui autorise la différenciation tarifaire. C'est la différenciation tarifaire, par exemple, entre ce qu'on appelle les opérateurs click et mortar et les pure players. Encore une fois, c'est a priori valable, sauf si vous tombez dans une pratique anticoncurrentielle prohibée. Alors, la première, c'est l'abus de position dominante. Bon, il faut être en position dominante. Et donc, que cela se traduise par un abus. A priori, vos sociétés ne le sauront pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si sur un marché pertinent, mais qui peut être peut-être très étroit, où vous vous retrouvez en position dominante, c'est vrai que le sujet, le réflexe habituel, ce qu'il faut savoir quand vous êtes en position dominante, c'est que toutes les pratiques de restriction potentielle, de contrôle potentiel du marché, de différenciation tarifaire, de remise, de politique de remise tarifaire, de ristourne, etc., toutes ces pratiques qui sont valables à l'égard d'opérateurs classiques, eh bien, elles peuvent constituer des abus lorsque vous êtes en position dominante. C'est pour ça qu'on l'a mis. Et la deuxième restriction, qui est probablement, alors là, celle-là un peu plus courante, c'est si il y a un accord de volonté entre entreprises, c'est-à-dire effectivement, il y a un accord entre les parties, entre le fournisseur et le distributeur, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait dans cet accord de volonté une ampleur du différentiel de tarifs entre le tarif, on va dire, offline et online,
qui soit d'une ampleur telle qu'elle peut limiter la pression concurrentielle des pure players. Et si ce différentiel ne s'appuie pas sur une justification objective. Et donc, dans l'affaire Lego, l'autorité de la concurrence avait commencé une enquête à l'égard de Lego, puisque Lego avait une politique, on va dire, tarifaire agressive, un euphémisme, entre ses distributeurs traditionnels physiques, alors soit brick and mortar, soit click and mortar, et puis les pure players. En l'occurrence, là, c'était click and mortar, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà une possibilité de revente sur Internet, mais il y avait simplement des pure players. Et en l'occurrence, l'autorité de la concurrence a fait état de ce qu'on appelle ces préoccupations au regard d'une potentielle atteinte au droit de la concurrence et a demandé à Lego de modifier sa politique tarifaire. Et Lego a pris des engagements de modification de sa politique tarifaire, donc c'est une sorte d'accord avant d'arriver à une condamnation. Le marché, c'est-à-dire les autres distributeurs, les pure players, ont fait état de leurs observations à l'autorité de la concurrence et l'autorité de la concurrence, très récemment, a ce qu'on appelle accepté les engagements de Lego. Et Lego a pris des engagements pour rééquilibrer les conditions d'attribution des remises qui, apparemment, enfin, c'était clairement établi, avantageaient outrageusement les opérateurs click and mortar au détriment des pure players. C'est-à-dire que les pure players ne pouvaient pas avoir certains types de réduction de prix parce que les conditions générales ou les conditions catégorielles de vente ne leur permettaient pas d'avoir tel ou tel ristourne parce que les conditions, s'il fallait, par exemple, faire une démonstration dans un magasin ou avoir une surface de vente dans un magasin, par définition, le pure player ne pouvait pas répondre à cette condition et n'avait pas la ristourne ou la remise de X%. On utilise, vous savez, souvent remise et ristourne, elles ont toutes les deux, par parenthèse, elles ont toutes les deux des définitions juridiques très strictes, puisque la remise est nécessairement sur facture et la ristourne est nécessairement différée après la vente, c'est en général à la fin de l'année. Ça correspond à une définition très stricte du Code de commerce. J'attire votre attention là-dessus parce qu'il y a des sanctions en cas de mauvaise application dans le temps de ces réductions. Mais cela étant, donc, il y avait une volonté de Lego, ouverte, mais trop ouverte et trop déséquilibrée, d'avantager les opérateurs click and mortar au détriment des pure players. Encore une fois, c'est possible, et on va dire qu'il ne faut pas abuser de ce droit. Donc, vous pouvez différencier dans une politique commerciale et attribuer certaines remises à vos distributeurs physiques et d'autres à vos distributeurs, on va dire, pure players. Simplement, à la fin, il ne faut pas qu'il y ait un énorme déséquilibre entre les deux, justement pour éviter de limiter la pression concurrentielle. Parce qu'en l'occurrence, dans Lego, on s'est rendu compte que les pure players, grâce à leur pouvoir, avaient une certaine pression concurrentielle des pure players sur les politiques de prix des autres opérateurs. Et Lego, justement, cherchait à limiter cette pression concurrentielle. Et la pression concurrentielle, d'après les autorités de concurrence, elle est toujours au profit du consommateur final. Autre point, voilà, ça c'était pour les entraves tarifaires aux ventes en ligne. On va passer maintenant aux entraves non tarifaires qui là sont diverses et variées, qu'on va vous exposer en 4 exemples majeurs. Oui, donc alors ces entraves non tarifaires de 4 types, il y a d'abord, alors c'est soit l'interdiction, soit de façon générale plus la restriction finalement des ventes en ligne. La deuxième concerne l'interdiction, cette fois-ci, de revendre sur des places de marché. Il y a toute la réforme du géoblocking, donc sur de la vente en ligne sur le marché unique européen. Et enfin, le recours à des comparateurs de prix. Alors, première entrave non tarifaire, tout simplement la restriction aux ventes en ligne. Alors, ça, c'est un peu grossier, mais on le voit encore. On le voit encore. Il y a quand même encore un certain nombre de pratiques qui sont constatées. Donc, pour bien mettre les choses au clair, il n'est pas possible d'interdire sur Internet des ventes passives. Grosso modo, vous ne pouvez pas interdire à votre distributeur de vendre sur Internet. Pourquoi? Et quelle que soit la localisation
de votre client. Pourquoi? Parce qu'on considère, alors c'est la Cour de justice, c'est la Commission européenne, notamment dans ce qu'on appelle ces lignes directrices, qui considèrent que la vente sur Internet, c'est une vente passive. Alors, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un site Internet, on va dire en anglais, eh bien, si vous recevez une commande de quelqu'un qui se trouve en Pologne, en Autriche, en Suisse ou alors, probablement même en dehors de l'Union européenne, vous n'avez pas fait une vente active étant prohibée, vous n'avez fait qu'une vente passive, parce que vous avez reçu sur votre site Internet une commande, et on ne peut pas votre fournisseur, pardon, ne peut pas vous interdire de répondre positivement à cette vente non sollicitée. Donc, ça revient à dire, vous ne pouvez pas interdire à votre distributeur de vendre sur Internet. En revanche, sur Internet, le fournisseur peut se voir interdire de procéder à des ventes actives en dehors de son territoire d'origine, de son territoire, on va dire, qui lui a été attribué contractuellement, notamment en envoyant des courriels non sollicités. Vous pourrez lui interdire également à l'intérieur d'un territoire donné, s'il a une clientèle aussi qui a été réservée, mais c'est plutôt en général à l'extérieur d'un territoire, donc par exemple du Danemark vers la Pologne, de prospecter par le biais d'annonces publicitaires dans les médias et les internets. Ça veut dire aussi des bandeaux, des publicités ciblées dans la langue du pays, si c'est une langue un petit peu particulière, qui pourrait constituer des ventes, ce qu'on appelle actives. Ça, vous pouvez interdire. Et puis on parle toujours de la distribution sélective, parce que distribution sélective, bon, c'est vrai que tous les fournisseurs ne peuvent pas ou ne veulent pas mettre en place un réseau de distribution sélective, parce que c'est assez lourd, c'est souvent contre-intuitif, parce que en fait, dans la distribution sélective, vous refusez grosso modo de vendre à tout grossiste ou à tout distributeur qui vient vous voir. Vous allez sélectionner vos distributeurs et les agréer sur des critères qualitatifs, aussi un peu quantitatifs, mais qualitatifs. Et après, il faut contrôler ces critères qualitatifs et éventuellement exclure ceux qui ne respectent plus les critères qualitatifs du réseau de distribution sélective. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde, et puis surtout, ça ne correspond pas souvent au positionnement de certains fournisseurs, mais on l'a vu énormément se développer. Pourquoi? Parce que le droit européen comme le droit français protège énormément les réseaux de distribution sélective, et on le voit aussi dans des réseaux B2B, par exemple, ou un peu plus sur des produits, entre guillemets, un peu plus techniques ou industriels. Et donc, là-dedans, dans les réseaux de distribution sélective, eh bien, vous allez agréer vos distributeurs et vous allez bien évidemment contrôler la présentation du site web au regard de l'image de marque et des critères qualitatifs. Ça, c'est clairement dans les réseaux de distribution sélective. S'agissant des réseaux de distribution, on va dire, simples, voire souvent avec agrément, sans que ce soit un pur réseau de distribution sélective licite au regard du droit à la concurrence, on commence à voir dans la pratique des hypothèses où les fournisseurs cherchent à imposer des critères qualitatifs minimums pour la revente de leurs produits sur les sites Internet de leurs distributeurs. Ça commence et ça fait partie d'une approche, on va dire, qualitative, non tarifaire de l'usage d'Internet, de la revente sur Internet par les distributeurs physiques ou on va dire click and mortar, c'est-à-dire mixte. Voilà quelques exemples aussi à travers les affaires. Alors, par exemple, dans l'affaire Pierre Fabre, il y a quelques années, il avait été exclu, Pierre Fabre cherchait à exclure la revente sur Internet en exigeant que les ventes soient effectuées dans un espace physique en présence d'un pharmacien. Ça avait été finalement condamné. Guess, dans le cadre, c'était une grosse affaire devant la Commission européenne en matière de mode. Alors, elle, tout simplement, continuait à interdire de vente sur Internet sans autorisation préalable du fournisseur. Ça, c'est, je dirais, peut-être un peu
peu grossier. Puis on a des cas un peu plus classiques, styles qui sont, alors style, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du gros matériel de jardinage type tronçonneuse, grosse tronçonneuse, ce qu'on appelle du matériel de motoculture. Et la politique commerciale de style consistait à imposer une remise en main propre dans un magasin. Donc effectivement, imposer une remise en main propre dans un magasin limité était donc une entrave non tarifaire. C'était plus qu'une remise en main propre, c'était ce qu'on appelle plutôt même une mise en main. C'est-à-dire, voilà, on regarde comment on peut faire, comment on le tient, comment on le démarre. Alors, on ne met pas la main sur la chaîne, je suppose, des choses comme ça, bon, pour éviter quelques accidents. Ça avait été sanctionné au regard des sites Internet. Alors, avant sur des sites Internet, c'était excessif, ce n'était pas suffisamment justifié. Et puis Trek obligeait fabricants et vendeurs de vélos, obligeait les distributeurs à livrer les vélos dans un point de vente physique. Et donc finalement, à retourner dans le point de vente physique, donc quelquefois finalement, à ne passer directement sa vente auprès du point de vente physique directement. Voilà les quelques exemples de restrictions qui constituent des entraves non tarifaires. Autre point d'entrave non tarifaire, les interdictions de recours au marketplace. Donc là, on passe du site web du distributeur à la marketplace. Là, il y a eu une grosse évolution ces dernières années parce qu'il semble, alors c'est peut-être lié aussi au fait que quand on parle marketplace, on a mis un petit logo d'une marketplace bien connue qui commence par A. Et alors, c'est pas le tailleur, hein, c'est autre chose. Et le pouvoir de marché de cette marketplace est énorme. Et c'est un peu comme les réactions en matière de données personnelles face à Facebook. Il y a probablement, alors non, peut-être pas une surréaction, mais il y a quelque chose qui est un peu biaisé par rapport à la puissance de marché d'Amazon. Mais si on prend, alors il n'y a pas qu'Amazon, il y a eBay, il y en a plein d'autres, il y a surtout aussi beaucoup de places de marché professionnelles en B2B, très importantes. Mais on voit un peu une évolution qui semble redonner un peu au fur et à mesure, mais pour certains types de produits, le pouvoir de décision aux fournisseurs, aux fabricants. Et donc, la clause d'interdiction qui consiste à interdire aux distributeurs de revendre sur les marketplaces, interdiction aux distributeurs de revendre sur les marketplaces, elle est valable si elle cherche à préserver les caractéristiques essentielles des produits concernés. Donc, ça a été jugé en 2017 dans une affaire très connue, Coty, c'était pour des parfums, c'était des produits de luxe. Et initialement, ce n'était que des produits de luxe, c'était bien identifié comme étant des produits de luxe. Dans l'affaire qu'on a déjà évoquée, style, l'autorité de la concurrence s'agissant, donc tout à l'heure, c'était la revente sur les sites Internet. Ça, c'était prohibé. Enfin, c'était prohibé. La prohibition était interdite. Et s'agissant de l'interdiction de revente sur des plateformes, ça a été autorisé s'agissant de produits dangereux. Et puis récemment, très récemment, toujours dans l'affaire Daman, ça avait été évoqué déjà un peu dans l'affaire Caudalie, mais très récemment dans l'affaire Daman, ça a même visé des produits haut de gamme. L'affaire Daman, pas non plus pas luxe, mais haut de gamme, parce que initialement, on voyait bien que c'était luxe avec une préservation absolue de l'image de marque très très haut de gamme, luxe. Produits dangereux, on comprend. Et puis, il n'y avait rien d'autre. Au fur et à mesure, on voit que ça descend un petit peu et qu'on peut aller vers des produits dits haut de gamme. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'affaire Daman, c'est que jusqu'à présent, ces clauses d'interdiction, elles étaient valables dans des réseaux de distribution sélective. Coty, style, Caudalie, c'était des réseaux de distribution sélective où le fabricant, le fournisseur, mettait au centre de son réseau l'image du produit, la qualité du produit, le contrôle de la qualité du produit. Dans l'affaire Daman, il n'y avait pas de réseau de distribution sélective. Pourtant, l'autorité de la concurrence a validé la clause. Donc, il y a un double apport de l'affaire Daman, très récente. Alors, on verra comment quand même les juridictions réagissent, s'il y a un recours éventuel ou s'il y a d'autres affaires portées devant les juridictions judiciaires. Mais semble-t-il que
Un fournisseur pourrait donc interdire à son distributeur, même hors réseau de distribution sélective, de revendre sur des marketplaces ses produits si ce sont des produits haut de gamme. Alors, qu'est-ce qui se passe si ce ne sont pas des produits haut de gamme, si on descend encore dans d'autres sujets? Pour le moment, la porte n'est pas ouverte. Est-ce qu'elle pourrait encore s'ouvrir un peu plus? Certains pensent que ça devrait être quasi absolu, sauf d'autres critères qui vont venir maintenant, mais que finalement, à partir du moment où le fabricant veut ou considère que son produit, les caractéristiques essentielles de son produit n'est pas suffisamment protégées sur un marketplace, il aurait le droit d'interdire la revente. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est limité à ces 3 catégories. En plus, il faut que la clause doit s'appliquer bien évidemment uniformément à l'égard de tous les distributeurs, ça c'est classique, et puis elle doit être proportionnée à l'objectif poursuivi. Je dirais aussi qu'elle ne doit pas avoir un impact démesuré sur la pression concurrentielle qui existe entre les marketplaces et la vente sur des sites Internet. C'était effectivement dans l'affaire Daman, si ça a été autorisé aussi, c'est parce que finalement, on s'est rendu compte que la vente de produits de thé sur les marketplaces, a priori, ce n'était pas établi, mais donc la Cour l'autorité a validé la pratique. A priori, il n'y avait pas d'impact majeur à interdire la vente sur les marketplaces parce qu'on n'arrivait pas à voir quel était le poids réel de la vente sur les marketplaces versus la vente sur des sites Internet. Mais donc, en tout cas, il y a une évolution probablement favorable, une approche un peu plus favorable au profit des fournisseurs pour contrôler la vente de leurs produits, la revente de leurs produits par les distributeurs sur des marketplaces. Alors, on va aborder maintenant avec Claire le morceau de choix nouveau, assez récent, du géoblocking, pour que vous compreniez bien comment on peut ce que vous pouvez faire ou ne pas faire lorsque vous allez chercher à finalement imposer d'autres entraves non tarifaires à travers ce qu'on appelle le géoblocking. Oui, donc merci Christophe. Le géoblocking, c'est en effet un sujet récent, mais qui est sous le radar des autorités de concurrence depuis quelques années déjà. Et donc, dès 2016, encore une fois, la Commission européenne se rend compte qu'au final, dans ce processus d'achat transfrontalier, il y a beaucoup de barrières qui font qu'un consommateur, finalement, ne parvient pas à acheter. Un consommateur, par exemple, français, ne parvient pas à acheter un produit sur un site avec un site espagnol, italien ou de l'Union européenne. Donc, plusieurs entraves, soit carrément un refus d'accès au site. Il y a aussi des refus de livraison ou encore des refus de paiement. Donc ça, c'est un constat. Et en 2018, donc le règlement géoblocking vient finalement compléter cette politique du marché unique en instaurant cette fois un marché numérique unique avec une interdiction de toute discrimination dans le marché antérieur au niveau européen lors de la vente en ligne. Alors, toute discrimination, c'est un règlement qui est vraiment très large, à la fois dans les discriminations visées et aussi dans le champ d'application. Alors, pourquoi? Donc, dans le champ d'application, déjà, on parle de vente en ligne à tout utilisateur final, c'est-à-dire que ça peut être un consommateur ou encore une entreprise, et que le règlement s'applique vraiment à tous les opérateurs, alors sauf certains secteurs, mais vraiment c'est par voie… le principe, c'est que ça s'applique à tous les opérateurs. Et en matière de discrimination, donc là encore, c'est vraiment très large. C'est des discriminations sur la nationalité, sur le lieu de résidence, sur l'adresse de livraison, la domiciliation bancaire. Donc, ça peut se voir à la fois par l'adresse IP. Enfin, c'est toute discrimination qui, au final, serait liée ou générée par le fait que l'algorithme reconnaisse une adresse IP finalement établie dans un autre pays, ou encore qu'il reconnaisse que la carte bancaire a été émise par un autre pays. Donc, vraiment, en fait, n'importe quelle discrimination fondée sur nationalité, lieu de résidence, ainsi de suite. Les 3 volets de cette réglementation, qui est donc, je le précise, applicable immédiatement au niveau français. Je reviens juste
voilà, la réglementation est applicable immédiatement au niveau français puisqu'il s'agit d'un règlement, mais ce qui est intéressant, c'est que très récemment, il y a 2 mois, la loi d'application du droit de l'Union européenne a finalement étendu cette interdiction du géoblocking également dans les territoires ultramarins, donc entre métropole et territoires ultramarins. Donc les 3 volets de cette réglementation sont les suivants. Le premier, c'est il est interdit d'interdire l'accès au site. Alors, par exemple, ça peut être une redirection automatique du client sans son consentement préalable, ce qu'on pouvait avoir vu quand on mettait, par exemple, on a pris l'exemple d'IKEA, mais quand on mettait, par exemple, ikea.es ou .it, on était immédiatement redirigé sur on pouvait être immédiatement redirigé sur le site .fr. Ça, c'est une prohibition. C'est une entrave au règlement du géoblocking. En fait, il n'y a pas de redirection automatique et c'est pour ça que, par exemple, on peut le voir, au final, beaucoup de sites vont laisser le choix aux consommateurs, beaucoup d'entreprises vont laisser le choix aux consommateurs de choisir le site vers lequel ils veulent être dirigés. Moi, consommatrice française, je peux aller sur un site n'importe où dans l'Union européenne. Deuxième entrave un peu plus grossière va être carrément l'interdiction ou le blocage d'accès au site en fonction, par exemple, de mon adresse IP. Donc là, encore une fois, c'est prohibé par le règlement géoblocking. La deuxième entrave après l'accès au site en lui-même Internet, ça va être cette fois l'accès aux biens ou aux services proposés par le professionnel. Donc là, c'est un peu plus peut-être pas complexe, mais il y a peut-être plus de possibilités. Disons que, par exemple, on a listé, voilà, c'est pas limitatif, hein, c'est des exemples d'interdiction ou d'autorisation, mais typiquement, le fait de concevoir un formulaire de commande sur un site internet dans lequel il n'est pas possible de renseigner un autre code postal qu'un code postal français ou un autre numéro de téléphone qu'avec un +33 va être considéré comme une impossibilité pour d'autres résidents européens de venir commander et d'acheter des biens ou des services sur un site français. Et donc va être prohibé. À l'inverse, s'il n'est pas possible de refuser l'accès au site ou au service, le professionnel peut bien entendu notamment choisir les pays dans lesquels il propose la livraison. On ne peut pas lui imposer de livrer à l'autre bout de l'Union européenne. Et il en va de même pour le service après-vente. Un autre intérêt de cet encadrement, c'est que le professionnel peut finalement quand même maintenir la possibilité de proposer des conditions tarifaires, des tarifs différents selon les pays, avec un prix différent en France, en Espagne ou en Allemagne, toujours à la condition, donc, comme on a vu au tout début, que finalement un acheteur étranger qu'un acheteur allemand, par exemple, dans ce cas-là, puisse acheter sur un site français moins cher, à condition, cette fois, par exemple, ce qui se passera pour la livraison, c'est que si le professionnel refuse de prendre à sa charge la livraison, finalement, c'est le consommateur qui doit trouver un moyen pour prendre en charge les coûts de livraison, ce qui au final peut être quand même peut constituer une barrière, mais qui sera pas imposé par le professionnel. Et enfin, le dernier volet du règlement géoblocking, donc c'est ce qu'on disait au tout début à la première slide, ça va être une interdiction finalement liée au paiement. Typiquement, si l'algorithme arrive à déterminer que le lieu d'émission du moyen de paiement, la localisation du compte bancaire ou encore le lieu d'établissement du prestataire de services de paiement est situé dans un autre pays que le sien, ce professionnel-là ne pourra pas refuser l'accès à son site internet, refuser tout simplement la vente, voire changer automatiquement le prix ou les conditions de vente sur cette simple, sur ce motif discriminant. Donc le géoblocking, c'est vraiment encore une fois, c'est une réglementation qui est récente, donc il y a aujourd'hui très peu
cas ou de guidelines dessus et la pratique va se construire au cas par cas. Mais l'idée à garder vraiment en tête pour éviter de commettre cette pratique, c'est cette idée de marché numérique européen et un peu d'appliquer les mêmes conditions à des consommateurs des consommateurs ou finalement des utilisateurs finaux du territoire sur lequel on se situe ou d'autres territoires. Le dernier point de vigilance sur les entraves aux ventes en ligne, ça va être un peu, ça se rapproche des marketplaces, c'est le référencement de certains produits sur des sites de comparateurs de prix. Donc là encore, on en a mis quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. À la différence près que, en fait, dans le cadre d'un comparateur de prix, finalement, le site internet du détaillant est référencé sur ce comparateur de prix, mais quand le consommateur se rend sur ce comparateur et clique sur le site internet du détaillant, il est redirigé sur le site internet. Alors qu'à l'inverse, quand c'est sur une place de marché, une marketplace, il n'y a pas de redirection sur le site du détaillant. Et ça, c'est assez important parce que si pour un consommateur, finalement, c'est pas entre guillemets si différent d'aller sur une place de marché comparateur parce que ça va être peut-être plus simple d'accès ou ça regroupe en tout cas plusieurs produits de détaillants différents. Finalement, le fait qu'il y ait cette redirection sur le site est très importante parce que contrairement à comme l'a expliqué Christophe, dans les marketplaces, il peut y avoir une interdiction de recourir à une marketplace sous certaines conditions. Là, en revanche, sur le site des comparateurs de prix, la pratique décisionnelle de l'autorité de la concurrence, qui est encore vraiment émergente et d'ailleurs plus établie en Allemagne qu'en France, il semble qu'un fabricant ne puisse pas en fait interdire de façon absolue à un de ses détaillants de poser son offre sur un comparateur de prix. En revanche, un peu comme dans la distribution sélective, un fournisseur peut imposer à son détaillant que le comparateur de prix sur lequel son offre est référencée respecte certains critères en termes de présentation du site internet, par exemple. Encore une fois, là, c'est vraiment un dernier point qu'on a voulu vous soumettre aussi pour alimenter toute cette réflexion sur l'omnicanal, même si la pratique est très, très récente et balbutiante émergente en matière de sites de comparateurs de prix. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux compléter. Non, sur le comparateur de prix, non, ça va. Donc, en guise de conclusion, un des premiers éléments de conclusion sur lequel on peut insister, c'est évidemment quelles sont les conséquences finalement si les clauses imposées entre fournisseurs et distributeurs constituent des restrictions caractérisées, ne sont pas illicites. Si finalement il y a une infraction à toutes les règles qu'on a posées, quelles sont les conséquences pour les entreprises? Alors, il y a des conséquences à la fois d'un point de vue de l'autorité de la concurrence, mais aussi des tribunaux. D'abord, la clause sera nulle si elle constitue une restriction caractérisée, c'est-à-dire que finalement, elle n'aura pas de force obligatoire dans le cadre d'un contrat. Enfin, elle n'aura plus d'effet. Deuxième sanction, et qui est vraiment très importante, et c'est ce qu'on a vu en introduction, l'autorité de la concurrence est très vigilante et les sanctions peuvent être très importantes. Pourquoi? Parce qu'au final, la réglementation fixe comme plafond des sanctions des autorités de concurrence 10% du chiffre d'affaires hors taxe mondiale du groupe. Donc, c'est vraiment un but, c'est afin de dissuader des comportements anticoncurrentiels. Il y a d'autres conséquences en termes de prix de revente imposé. Le Code de commerce français prévoit une amende de 15 000 € et de façon plus générale, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une action indemnitaire des dommages et intérêts de la part de concurrents, par exemple, ou d'un distributeur qui constate une infraction. Cette fois-ci, les conséquences, là, c'est l'autre versant, c'est
si finalement, toutes les règles exposées ont été respectées et qu'il y a bien un encadrement de la revente par ces distributeurs qui est complètement licite, quelles sont les conséquences en cas de vente en dehors de ce cadre. Alors, un fournisseur peut d'abord agir contre son distributeur dans le cadre de la distribution sélective ou exclusive, dans le cadre d'un réseau de distribution. Alors, soit évidemment, il y a déjà une infraction à la clause du contrat, il y a aussi un article spécifique à la violation de la revente en réseau qui autorise un fabricant, un fournisseur à agir contre son distributeur pour avoir permis la revente en réseau. Ce qui est intéressant, c'est aussi que le fournisseur peut agir contre le distributeur tiers avec lequel il n'a pas de lien contractuel. À la fois sur le fondement de la revente en réseau, parce que c'est le fait de participer directement ou indirectement à la revente en réseau, ce qui permet d'inclure désormais les distributeurs tiers. Et il y a d'autres, sachant que sur ce volet-là, il y a toute une pratique, et notamment le fait que un distributeur, c'est un peu plus complexe, évidemment. Un distributeur, par exemple, un distributeur personne physique ne pourra pas être condamné sur le fondement de la revente en réseau. C'est uniquement réservé aux professionnels. Également, un autre point, c'est de savoir que si finalement un distributeur s'est lui-même approvisionné, finalement un tiers s'est lui-même approvisionné auprès d'un tiers qui s'est lui-même approvisionné auprès d'un distributeur agréé, on ne pourra pas agir sur le fondement de la revente en réseau. Il y a d'autres moyens, évidemment. Il y a, par exemple, si les produits, s'il y a une marque sur les produits, on peut imaginer pouvoir condamner ce tiers sur l'usage illicite de marque, sur de la contrefaçon, ou de façon plus générale sur de la concurrence déloyale. Donc là, on peut imaginer que ça va être un produit à la base sélectif, donc il y a des critères de marque qui imposent une sélectivité, un agrément des distributeurs. Et si ces produits sont finalement commercialisés par un distributeur tiers non agréé dans des conditions un peu dévalorisantes, il y a également une sanction envisageable sur le fondement de la concurrence déloyale. Deux autres points rapidement. Il est possible de demander le blocage du site Internet. Alors ça, c'est intéressant. C'est un référé Internet finalement qui permet d'agir c'est une responsabilité en cascade, en fait. D'abord contre l'éditeur de contenu, ensuite contre l'hébergeur du site et enfin contre le fournisseur d'accès à Internet. Donc, ce qui offre vraiment une palette assez large pour faire retirer un produit contrefaisant. Et enfin, plus récemment, une affaire qui impliquait Amazon, mais non pas en tant que place de marché cette fois, mais en tant que société qui entreposait des produits contrefaisants. La question était de savoir si on pouvait, si le fabricant, qui était en l'occurrence Coty, pouvait agir contre Amazon en tant que société qui entrepose les produits sur le fondement du droit des marques. Et donc là, il a été jugé un peu, d'ailleurs, l'avocat général n'était pas de cet avis et militait en faveur d'une sanction un peu plus sévère, large. Finalement, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé qu'une société pouvait, dans ce cas-là, être sanctionnée sur le fondement du droit des marques si elle avait entreposé le produit en connaissance de cause de la contrefaçon, ce qui finalement réduit quand même les possibilités d'action sur ce fondement. Merci Claire. Donc, on vous a exposé en une petite heure le cadre juridique de la vente omnicanal pour organiser un petit peu votre vente sur Internet, sur votre propre site Internet, sur le site Internet de vos distributeurs, sur les places de marché ou sur les comparateurs de prix. Je dirais que c'était l'essentiel de notre présentation. Et là, de façon assez succincte maintenant, on va vous parler des essentiels, cette fois-ci pour créer le site Internet. Là, c'est plutôt une approche non plus horizontale entre les segments ou les différents acteurs du marché. C'est plutôt votre site Internet. Quand vous allez vous lancer à l'assaut du marché européen ou extra-européen, ce que vous devez y mettre. En quelques mots, d'abord, vous verrez qu'il y a des mentions obligatoires. Ce n'est pas très compliqué, mais il y en a. Deuxième point, il faut avoir des conditions générales de vente en ligne, alors à la fois B2B, B2C, ou les deux
ou avoir des sites miroirs. Pourquoi? Parce que les conditions de vente entre B2C et B2B ne sont pas les mêmes, les conditions, on va dire les règles obligatoires, les règles impératives. Et on voit quelquefois néanmoins des fournisseurs qui alignent les conditions de vente aux professionnels sur les conditions de vente aux particuliers, notamment ce qu'on appelle, ce que vous connaissez parfaitement, le droit de rétractation. Pourquoi pas? Conventionnellement, vous pouvez l'offrir à un professionnel. Donc, évidemment, il y a ces conditions générales de vente avec des mentions obligatoires, quelquefois des mentions qu'on doit retranscrire à quasiment au mot près, à la virgule près. En plus de ces CGV, ce n'est pas écrit expressément sur le slide, mais les règles applicables à la vente sur Internet imposent non seulement des CGV particulières, mais aussi une structure de site particulière. Vous l'avez peut-être remarqué, mais vous ne savez pas que c'est imposé, mais la loi française, depuis au moins 15 ans d'ailleurs, prévoit dans ses textes notamment la notion de double clic. Notamment la notion de tunnel de commande et de mention dans les conditions générales de vente, mais aussi d'informations sur le site, de pouvoir permettre à la personne de savoir où elle en est de son processus de vente. Tout ça, c'est la loi qui l'impose. Ce ne sont pas aussi les webmasters. Donc, ça doit être intégré dans votre structure et dans votre architecture de site. Et effectivement, si une web agency ne le sait pas, c'est embêtant pour vous. Mais normalement, elles le savent. Deuxième chose, c'est les données personnelles. Voilà, très important. On a donné quelques exemples récents de problématiques, mais la protection des données personnelles, elle existait depuis le début des années 2000, même avant, puisque la loi française était plutôt en avance de ce point de vue-là, et elle s'est appliquée immédiatement à tous les sites Internet marchands des lancements des sites Internet à la fin des années 90. Mais c'est un point fondamental. C'est un point d'autant plus fondamental aujourd'hui que la logique du droit des données personnelles a changé. Vous n'êtes plus sur une déclaration à la CNIL, déclaration qui ne servait finalement à rien. D'abord parce que la CNIL avait du mal à les traiter, et deux, finalement, quand on déclarait, on ne savait pas ce qu'on déclarait. Ou en tout cas, ce qui avait été déclaré, et les audits qu'on faisait souvent montraient que, les audits juridiques en ligne montraient que les exploitants ne savaient plus ce qu'ils collectaient par rapport à leur déclaration initiale. Et la logique aujourd'hui ce qu'on appelle du célèbre RGPD, c'est la logique de responsabilisation. On vous donne des obligations, on vous donne des interdictions, et surtout, on vous oblige à énormément informer ce qu'on appelle les personnes concernées, donc les particuliers, les personnes physiques, même professionnelles, mais les personnes physiques, de ce que vous allez collecter, pourquoi, comment, à quelle fin et pendant combien de temps. Donc, il y a un aspect de responsabilisation, il y a aussi un aspect de réflexion préalable pour savoir à quoi ça sert ce que vous devez faire. Donc, finalement, c'est un cercle vertueux, et c'est d'autant plus un cercle vertueux que beaucoup de consommateurs, maintenant, ils sont sensibles et vérifient si les sites Internet sont plutôt conformes ou pas aux règles du RGPD. Donc, c'est un point fondamental, et je dirais que c'est presque un point juridique, mais aussi presque marketing. Enfin, vous savez, ça relève de ce qu'on appelle la RSE. J'ajouterai donc aussi les nouvelles règles en faveur de la protection des consommateurs sur les avis de consommateurs. Les professionnels devant indiquer l'existence d'un processus garantissant l'authenticité des avis, et puis aussi fournir des informations sur le traitement des avis. Voilà. Donc, ça, vous devez en tenir compte à la fois sur vos propres sites, si vous le faites, mais également sur la façon dont on va vous noter sur d'autres sites. Il faut savoir que vous avez le droit de revendiquer une certaine transparence de la part de ces sites d'avis. Et puis, j'ajouterai d'autres points en plus pour créer votre site Internet. Évidemment, il faut que vous ayez un point d'attention sur ce qu'on appelle la propriété intellectuelle de votre site web, puisque vous devez avoir la propriété intellectuelle de toutes les parties graphiques de votre site web, donc le droit d'usage de toutes les créations graphiques, y compris le droit d'usage des photos, je rappelle, parce que ça, c'est aujourd'hui un grand classique. On croit qu'on peut aller comme ça, prendre des photos à droite, à gauche, les reproduire sur un site web. Je peux vous dire que ceux qui se font pomper leurs photos ne sont pas contents. Et en général, lorsqu'ils sont un tout petit peu connus,
font des actions judiciaires ou au moins des sommations, et il y a nécessairement une petite indemnité ou une grosse indemnité à payer. Donc, vous devez être conscient de deux choses, de ne pas reproduire des photos n'importe comment, deux, que votre web agency ou que vos graphistes vous ont cédé les droits d'auteur, selon un formalisme assez contraignant d'ailleurs. Mais il faut y penser, il faut le formaliser. Et puis, dernier point, ce n'est pas le moindre aussi, eh bien, c'est le droit d'usage, on va dire, du logiciel, du back-office. Je ne parle même pas d'hébergement, je dis qui fait fonctionner, sur la base de quelle trame ou quelle licence logicielle vous utilisez votre site web, surtout si c'est un site web marchand, pour notamment pouvoir avoir la main et éventuellement vous désolidariser d'une société qui fait de la prestation de services de maintenance ou de l'hébergement. Voilà pour les points essentiels au plan juridique pour quand vous allez créer votre site web. Évidemment, il y a deux points fondamentaux en plus du juridique. Bon, outre la qualité des produits, bien sûr, mais c'est votre système de paiement, surtout à l'international, d'avoir un système de paiement sécurisé, et je dirais même sécurisant pour vos clients. Mais c'est moins du juridique. Et puis là aussi, c'est moins du juridique, mais c'est la clé du succès pour vos sites marchands, c'est la logistique. La logistique qui quand même va se retranscrire à travers le processus de commande, à travers les CGV et à travers ce que vous promettez en termes de, par exemple, délai de livraison ou mode de livraison. Voilà pour ces essentiels. Alors, on en parle, et c'était pour un peu anticiper sur ce qu'allait dire Jacques tout à la fin, c'est que ça peut faire partie d'un autre webinaire où on pourrait développer tout cela si vous l'indiquez dans vos souhaits de nouveaux développements ou de nouveaux webinaires. Mais effectivement, c'était difficile de faire les deux approches, à la fois, on va dire, horizontales en concurrence et puis, on va dire, aussi propre au site web en 1 heure. Et c'était quand même important de savoir ce qu'il y avait à faire lorsque vous vous lancez sur la création d'un site web. Voilà, on en a terminé. Je pense qu'il y avait encore un autre slide. Vous verrez, il y a le cadre normatif et de toutes les décisions clés. Il y a notamment à tout en bas le rapport de l'autorité de la concurrence. Voilà, une 50aine ou 60aine de pages, intéressant à lire. Un peu ardu, mais quand même. Et puis, dernier point, après je repasse la parole à Jacques, je crois que j'avais encore un autre slide. Voilà, si vous voulez nous suivre et si vous voulez recevoir notre newsletter, vous nous envoyez un email et vous recevrez chaque mois, on écrit chaque mois un peu sur l'actualité de la distribution et principalement du digital. Merci de votre attention et je crois que je passe maintenant la parole à Jacques qui va nous faire remonter des questions, nous poser des questions ou faire des commentaires. La grande difficulté des questions, c'est de la poser. La première, donc c'est moi qui vais ouvrir le bal. J'aurais aimé savoir comment un agent commercial peut s'inscrire en fait dans le cadre d'un réseau de vente omnicanal. Comment il peut trouver sa place dans cet enchevêtrement? Alors, on n'en a pas parlé. Donc, l'agent commercial, c'est celui qui va vous représenter. Donc, il est un peu votre bras armé. Il est votre mandataire. Il est à l'export, il est votre œil de Moscou. Parce que souvent, il connaît mieux le territoire. En principe, il est sur place. En principe. Et lui va chercher en principe des clients pour conclure des ventes avec vous en direct, c'est-à-dire avec le fournisseur en direct. Le sujet, c'est lorsque vous avez sur un même territoire des distributeurs, vous avez deux sujets. Lorsque vous avez des distributeurs physiques sur le territoire de votre agent, d'une certaine manière, votre agent, en faisant la promotion de vos produits, va pousser la vente auprès de détaillants, de grossistes, voire des consommateurs, ça dépend de la structuration du marché et du type de vos produits. Mais ces potentiels acquéreurs, quels qu'ils soient, vont acheter soit directement au fournisseur étranger, mais ils peuvent aussi acheter directement au distributeur local. Donc, ça pose deux sujets. Le premier, c'est quel est le rôle de votre agent commercial lorsque vous avez un distributeur local physique. Normalement, d'abord, il faut que ce soit expressément autorisé. Et à l'inverse, le distributeur peut y trouver un avantage si le marché est très segmenté, parce qu'il peut se dire, après tout, l'agent va, d'une certaine manière, augmenter la demande de produits, et ces produits, il y en a une grande partie que je vais capter directement
moi en tant que distributeur local. Mais ça doit s'articuler contractuellement. Et la deuxième chose vis-à-vis de l'agent, compliqué, et là, il faut l'écrire dans votre contrat, c'est qu'est-ce qui se passe si précisément vous avez des ventes qui sont faites, alors là c'est un peu différent, mais qui sont faites sur le territoire de l'agent à partir de sites web qui sont, ou de distributeurs physiques qui sont en dehors de son site. Et dans l'Union européenne, ça peut se poser très rapidement, puisque vous pouvez avoir des pays où vous avez des distributeurs physiques, d'autres pays où vous êtes en direct, pourquoi pas. Donc, vous pourriez vous dire, la Scandinavie, je le fais, enfin, par exemple, le Sud, l'Europe du Sud, je le fais en direct avec des agents, l'Europe du Nord, j'ai des distributeurs, l'Europe centrale, c'est un mix, etc. Et votre agent peut, dans certains cas, chercher à revendiquer, donc il faut que le contrat l'exclue, des ventes qui sont faites par des clients, des achats qui sont faits par des clients dans la zone qu'on lui a accordée, mais qui ne sont pas faits directement par le fournisseur français, mais faits par une plateforme, un distributeur ou un site web d'un de ces distributeurs hors de sa zone. On appelle souvent les commissions sur vente indirecte. Ça, il faut l'exclure, évidemment, parce que sinon, vous risquez, en tant que fournisseur, de payer des commissions sur des ventes sur lesquelles vous avez touché très indirectement, parce que le produit vient de chez vous, mais il a déjà été vendu 2-3 fois entre-temps. Et en plus, l'assiette peut être très importante. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est probablement aussi une modification du rôle de l'agent commercial lorsque, sur un marché donné, vous allez avoir un distributeur physique, vous allez peut-être même avoir votre propre site web en accord avec le distributeur physique qui va viser ce pays-là. Donc, par exemple, vous êtes français, vous faites un site web en italien vers l'Italie, mais vous avez en plus votre distributeur exclusif en Italie. Si c'est autorisé, très bien, etc. Okay, et c'est en parfaite, on va dire, transparence avec votre distributeur italien. Et si vous aviez, a priori, vous ne l'avez peut-être plus, mais si vous aviez encore à ce moment-là un agent, ça pourrait faire un peu double emploi et il pourrait y avoir des frictions, notamment sur le calcul des commissions. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un rôle qui tend à s'estomper. Ce n'est plus forcément un pur agent commercial qui va aller chercher des clients. Ça peut être plutôt un promoteur. Et puis, aujourd'hui, le gros sujet, si on parle d'Internet, l'agent ou plutôt le prescripteur ultime et le plus important dans certains secteurs, eh bien, c'est les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs, dans certains secteurs, comme par exemple la mode, mais vous pourriez l'avoir aussi sur le bien-être, vous pouvez l'avoir aussi sur l'agroalimentaire, ce sont des personnes qui, sur leur blog, vont pousser des produits, payés ou pas payés, et qui font de l'influence, qui font plutôt de la promotion. Donc, ils ne vont pas chercher à proprement parler à initier des ventes, mais qui vont pousser qui vont assurer l'image ou la promotion des produits. Pourquoi? Parce que c'est le cycle Internet. On assure la promotion sur Internet auprès de gens qui ne sont a priori que sur Internet. Alors, c'est souvent du B2C, hein, bien sûr. C'est souvent du B2C. Et là, c'est plus les influenceurs dans certains secteurs. Par exemple, je parlais de la mode ou de certains secteurs agroalimentaires. Ce n'est plus du tout marginal. Dans certaines zones du monde, on parler de la Chine, mais ça peut être probablement d'autres pays d'Europe de l'Est, c'est un vecteur, par exemple la Russie, c'est un vecteur incontournable dans certains secteurs. Donc à la limite, il vaut mieux avoir et aller prendre un ou deux influenceurs plutôt qu'un agent commercial. Merci Christophe. L'évolution, c'est vers ça. On a une question demandant est-ce que les règles énoncées sur la distribution en ligne s'appliquent bien aux moindres distributeurs physiques de notre marque? Bien ou moins de distributeurs. Alors, ça dépend des règles énoncées la distribution en ligne, mais si c'est vente active, vente passive, oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est sur le premier point, sur l'interdiction des ventes en ligne. Oui,
c'est un cadre général. Enfin, ouais, je pense. Je ne pas bien la référence à la marque. Oui, de notre marque, mais moindre. En fait, non, la question, mais peut-être qu'elle peut être légèrement complétée, c'est au moindre distributeur physique. C'est-à-dire, je suppose qu'il soit exclusif, simple ou sélectif. A priori, oui, sauf lorsque, par exemple, Claire a évoqué des règles particulières au réseau de distribution sélective. Mais a priori, oui, toutes les règles s'appliquent aux distributeurs physiques. Et pour revenir sur un point qui avait été un tout petit peu évoqué, c'est est-ce que l'on peut, quand on est fournisseur, même sans avoir de réseau, est-ce qu'on peut encadrer qualitativement la revente des produits par un distributeur X? Donc, c'est un grossiste ou un distributeur. Il fait de l'achat-revente entre professionnels. Il va revendre, par exemple, à un autre distributeur ou à un importateur ou à un détaillant. La règle, c'est que si vous avez des restrictions qualitatives de présentation et que vous les mettez dans vos conditions générales de vente sans avoir de réseau de distribution sélective, moi, a priori, je pense que ça fonctionne. Sur la partie qualitative, hein, c'est-à-dire la présentation qualitative. Bon, après, le sujet, c'est qu'il faut s'assurer, mais c'est toujours le même problème, que vos conditions générales de vente sont bien acceptées expressément. Voilà, les audits montrent que dans 8 cas sur 10, c'est rarement accepté expressément. Mais sinon, oui, on peut appliquer beaucoup de choses au moindre distributeur physique. Ouais, en fait, l'idée, c'est justement aussi tout ce qui ressort du rapport de l'autorité, de l'étude de l'autorité de juin 2020. C'est que l'idée derrière, c'est vraiment de favoriser la vente en ligne pour les consommateurs. Donc, tout ce qui va s'apparenter à une entrave, une interdiction, une limitation va être sous le radar de l'autorité de la concurrence. On a une question, c'est est-ce qu'on est obligé de vendre à tous les consommateurs de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a des formes de limiter dans l'espace géographique de l'UE ou pas? Donc on parlait du SAV, on parlait du transport, on parlait de la devise. En fait, tu es obligé de vendre, mais tu es obligé de vendre, mais tu n'es pas obligé de livrer. OK. Voilà, et c'est possible de prévoir soit des tarifs différents, soit des groupes de consommateurs, mais comme c'est ce qu'on expliquait sur les CGV, la différenciation tarifaire, où il est quand même possible de prévoir des modalités différentes selon les groupes de consommateurs. Alors là, je pense ça va être une offre pour les, par exemple, moins 25 ans, une offre pour les plus de 65, enfin voilà, ce genre de groupe de consommateurs, et aussi des prix différents selon les pays. Mais en effet, le but du marché numérique unique, c'est quand on n'est pas dans les secteurs exclus et qu'on est dans les opérateurs concernés, on doit autoriser sauf, voilà, encore une fois, sauf exception, par exemple, si la réglementation l'interdit, mais sinon, oui, il faut avoir la réglementation sur les alcools, les armes, des choses comme ça. Voilà. Mais sinon, en principe, avec le nouveau règlement géoblocking, vous devez répondre positivement à une demande faite par n'importe quel consommateur. En revanche, vous pouvez lui dire, moi, je ne livre pas dans votre pays. Je n'ai pas envie de livrer dans les pays baltes. Donc, le produit, il faut vous débrouiller pour venir le chercher sur ma plateforme logistique à Lannion, Saint-Brieuc ou Lorient. Et puis, voilà. Bon, ça peut être dissuasif. D'accord. On a un complément de la première question, là, monsieur, qui est demandé. Est-ce que pouvez-vous donner des exemples de critères qualitatifs pour les marketplaces ou les comparateurs de prix? Alors, pour les comparateurs de prix, les critères qualitatifs. Ça peut être, il y en a vraiment plein, mais un des exemples. Présentations surtout. C'est ça, voilà. Par exemple, que mon produit, le produit du fournisseur ne soit pas présenté à côté. Je pense généralement à ce qui va être sélectif, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'un produit ne va pas être présenté à côté de quelque chose
pas du tout de la même gamme, un produit pas luxe par exemple, que le produit soit nécessairement présenté dans à côté de produits luxe, ou alors qu'il n'y ait pas une surcharge visuelle pour qu'il y ait toujours cette image un peu épurée que recherche le luxe, aussi une charte visuelle ou des couleurs. Par exemple, si une marque est très connue pour sa couleur orange, on va dire, il faut qu'il respecte cette charte-là. Est-ce que par exemple on peut imposer l'usage de photos si on les fournit? L'usage de photos particulières. Un article, par exemple, les prises de vue peuvent être de qualité moyenne. Oui, bien sûr. Parce que on a envoyé le produit à son distributeur, le distributeur réalise les prises de vue, mais il ne le fait pas de manière propre, ad hoc, on va dire. Est-ce qu'on peut, ça peut être un critère qualitatif? Oui. Ou c'est l'environnement de marque aussi. Il faut pas que c'est ce qu'ils éclairent un peu. C'est la même chose. C'est voilà, il faut que il y a toute une partie qualitative de l'information et de la présentation du produit qui peut être imposée. D'accord. Et à défaut, on lui dit vous ne vendez pas. Une autre question là, qui est posée, c'est est-ce que mes clients distributeurs, donc des GMS, peuvent me sanctionner dans le sens juridique délibérément parce que je vends directement en ligne le même produit? Avoir une gamme spécifique différente est-elle suffisante? Bon, déjà, on parle d'un monde particulier. On parle de la grande distribution, donc les règles, voilà, on parle de sujets légèrement différents quelquefois. Et puis vous sanctionnez, donc je comprends que c'est pas au sens juridique, bien sûr, d'accord. Donc vous sanctionnez, c'est, voilà, je suppose, ne plus passer commande au dernier moment ou des choses comme ça, peut-être. Si, délibérément, parce que je vends directement en ligne le même produit. Donc, une violation d'une obligation de concurrence qui serait imposée dans un contrat, par exemple. Je pense qu'il faut qu'elle soit imposée ou qu'il y ait une obligation d'exclusivité de livraison. Voilà, concurrence ou exclusivité, souvent c'est apprécié un peu de la même façon. Mais sinon, s'il n'y a pas d'engagement de part et d'autre, je ne vois pas pourquoi il vous reprocherait de vendre. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ils vous reprocheraient de vendre à un prix différent. Bon, en général, ils ont des bons prix. Parce qu'ils savent bien maîtriser les remises, les ristournes, et puis ce qu'on appelle un peu globalement la coopération commerciale. Et puis les sanctions logistiques, les pénalités logistiques. Donc, non, je ne pense pas qu'ils puissent le faire par mesure de rétorsion. On comprend que c'est par mesure de rétorsion. Non. D'accord. Une autre question, alors je pense qu'elle est dans le cadre d'une vente Internet également. Est-ce qu'on peut interdire de vendre des produits à usage professionnel ou particulier? En clair, par exemple, est-ce qu'un numéro de TVA peut être un critère discriminant pour la réalisation de la vente? En fait, le fournisseur, on l'a peut-être pas dit au début quand même, mais la base, c'est qu'il est maître de sa politique commerciale. Il n'était pas il y a 30 ans, pas il y a 20 ans. Il y avait il y avait ce qu'on appelait le refus de vente, c'était interdit. Les discriminations entre clients étaient aussi condamnables. Tout ça a disparu. Alors, en fait, c'est sanctionné, mais on va dire à la marge ou pour des abus extrêmes. Sinon, vous avez le droit de dire à qui vous voulez vendre et finalement, si vous voulez vendre qu'à des grossistes, à charge pour eux de vendre à des particuliers, bien vous pouvez refuser de vendre à des particuliers et vous les renvoyer vers des grossistes. Mais le grossiste peut vendre à un particulier, par contre. Non, ou des grossistes, pardon, les grossistes, c'est vrai que par nature, les grossistes vendent à un autre professionnel. Donc, le professionnel va revendre à un professionnel et le prix détaillant sera auprès du le consommateur devra aller acquérir auprès du détaillant. Ce que l'on voit en revanche, c'est là aussi des rôles un peu nouveaux, disruptifs, de grossistes qui ne sont pas à proprement parler des grossistes, mais qui vont acheter directement auprès des fabricants dans certains secteurs, comme la mode par exemple, et qui sont des soldeurs. Donc, qui achètent directement auprès du fabricant et qui après vont revendre directement sans passer par un système de professionnels intermédiaires et qui vont revendre directement aux consommateurs. En tout cas, chacun peut déterminer sa
sa clientèle. Et pour bien être certain d'avoir compris, est-ce qu'un fournisseur peut interdire à un distributeur de vendre le matériel professionnel qui lui fournit à un particulier? Je croyais que c'était le fournisseur directement. Là, il y a aussi, c'est un peu ce qu'on expliquait au tout début de la présentation sur les restrictions caractérisées et le fait de restreindre finalement la clientèle à laquelle un distributeur peut vendre son produit. Du coup, on revient sur une distinction vente active et passive déjà. Oui, mais s'il est ça va être dans son secteur géographique. Dans son secteur géographique, le distributeur, lui, à mon avis, non, le distributeur, dans sa zone géographique, il va vendre et simplement, il aura des tarifs qui seront peut-être plus élevés parce qu'il dira, moi, je vends qu'en gros, mes catégories de produits sont là aussi en grande quantité. Et je ne pense pas qu'il puisse interdire aux consommateurs. En revanche, il va lui dire, les conditions de vente, c'est ce prix-là, c'est ces quantités-là, c'est ces conditions de livraison-là. C'est par les conditions de vente qu'il peut finalement faire le distinguo entre les deux types de clients. D'accord. Ouais. Une autre question, est-ce que nous ne pouvons pas interdire de vendre à nos revendeurs de vendre sur leur propre site, mais pouvons-nous interdire qu'ils fassent la publicité, AdWords, Shopping, Facebook, 4 pharmacies revendant sur leur propre site ou un site de parapharmacie? Oui, là, c'est exactement le même sujet, en fait, à savoir quelle est la frontière entre une vente active où on prospecte et une vente passive où finalement, quelqu'un vient uniquement sur notre site Internet. L'achat d'AdWords, il me semble, est une démarche active de vente, ce qui pourrait donc être interdit. Mais en dehors d'un territoire. C'est ça. Revendant sur la propre site ou sur un site de parapharmacie. Est-ce qu'il serait possible de compléter la question, Madame Danielou, de nous préciser un peu plus le détail? Parce que si c'est dans le même, par exemple, si c'est un site français pour la zone française, sur un site de parapharmacie, alors le cas des pharmacies, de toute façon, on parle de quel type de produit? Parce que s'ils sont des produits, je suppose que c'est du produit OTC, ce n'est pas des produits listés. Ce sont Madame, ça a été la question je suppose, parce que pour la France. Parce qu'on ne peut pas faire de publicité libre sur les produits listés. Donc, c'est plutôt les produits OTC, je suppose, ou la cosméto. Effectivement, c'est des produits OTC de cosmétiques. Je pense que sur le territoire, faire de l'AdWords, en fait, le sujet, c'est de faire des ventes actives en dehors du territoire ou de la clientèle réservée. Et sur votre territoire, vous avez le droit de faire de la pub. Donc, acheter des Google AdWords. Après, ça dépend quel type de mots-clés vous achetez. C'est un autre sujet. Est-ce que vous achetez des mots-clés qui peuvent être trompeurs? Est-ce que c'est des mots-clés qui peuvent être des marques de concurrents, des choses comme ça? Ouais. Mais vraiment, la règle, c'est ça, c'est dans le cadre d'un réseau de distribution, ce qui va être interdit, ça va être de restreindre finalement de façon absolue la vente à ces distributeurs. Mais encore une fois, voilà, sur la limite, c'est que pour une vente active, on comprend bien que si un fournisseur, a décidé d'avoir plusieurs distributeurs en leur allouant finalement un territoire, une clientèle, dans ce cas-là, il va pouvoir protéger son réseau en interdisant l'un de ses distributeurs finalement d'aller faire concurrence à un autre. Et donc concurrence comment? En allant prospecter et en
ce qui peut se faire si l'achat d'AdWords est qualifié de vente active. Dans ce cas-là, ça pourrait être prohibé. Mais en effet, il y a ces conditions d'abord, faut que ça soit en dehors de son territoire qui lui a été attribué pour pas qu'il fasse concurrence en fait à d'autres ou au fournisseur lui-même. D'accord. Souvent pratique classique qu'on voit dans les achats AdWords. Des fois, lorsque vous tapez le nom, on va dire Louis Vuitton, vous allez tomber sur d'abord une publicité pour Hermès. Alors, je crois qu'il y a eu des histoires qui datent de ça, mais on continue à le voir. Je pensais que juridiquement, c'était devenu interdit. Il y a un problème de marque sur les AdWords, en effet. Il y a un problème de marque, mais alors je ne sais pas si on le voit aussi clairement. D'abord, entre ces deux marques-là, je pense que c'est plutôt des revendeurs. C'est plutôt des revendeurs qui apparaissent. Je pense que le système AdWords, je pense que c'est encore possible de vendre d'acheter des marques sur des produits qui ne vous appartiennent pas. Je ne suis pas sûr que c'était sanctionné toujours au titre de la contrefaçon. Je ne suis pas certain. D'accord. J'ai pas l'idée précise aujourd'hui sur la capacité pour un titulaire de marque d'interdire de façon absolue sur Google AdWords qu'on achète son nom comme mot-clé pour être utilisé par un tiers. Je ne suis pas sûr que ce soit une interdiction absolue. Je pense qu'il y a d'autres conditions qui s'appliquent, peut-être en vue de détourner des clients ou en vue de créer une confusion. Enfin, il y a des choses comme ça. Ouais, après, en dehors d'une relation contractuelle, il y a les problèmes de marque et de concurrence déloyale, mais là, on est encore en dehors de la relation contractuelle. Parfait. Bon, je crois qu'il est 12h05. À moins qu'il y ait une dernière question, mais on va essayer de tenir l'horaire. Ce que je disais tout à l'heure, la présentation vous sera transmise évidemment d'ici quelques jours. Quand vous quitterez le webinaire, vous aurez un petit questionnaire, comme indiqué. Vous avez des remerciements de participants pour la présentation qui était très claire. Comment dirais-je, quand vous quitterez, vous visualiserez un petit questionnaire et, comme on disait tout à l'heure, merci de nous indiquer d'éventuels besoins d'ateliers ou de thématiques que vous souhaiteriez aborder. Voilà, merci à vous, bon appétit et bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous, merci Jacques de l'invitation. Merci Christophe, merci Claire.